Aujourd'hui, des vétérans de la guerre du Vietnam et des adeptes de la reconstitution deviennent de véritables frères d'armes. Jackson, capitale de l'État du Mississippi. C'est ici, dans un quartier paisible de cette agglomération de plus d'un demi-million d'habitants, que vivent Lee Alderman, son épouse et leur petite fille. Lee s'apprête à quitter sa petite famille pour la Louisiane. Ouais, bonne fille. Tous les petits garçons grandissent en jouant aux soldats. Ils ont des petits casques de plastique et des fusils jouets. Puis ils se courent après en essayant de se tirer dessus, comme s'ils étaient dans l'armée. Voici le système d'équipement M1956. J'ai aussi de fausses grenades, des grenades inertes. Ce ne sont pas des vraies. Le temps d'un week-end, le jeune père de famille va chausser les bottes d'un combattant de la guerre du Vietnam. Depuis l'âge de 10 ans, Lee est fasciné par l'histoire de cette guerre. J'étudie cette guerre depuis 20 ans maintenant. Je lis sur le sujet et je collectionne des objets. J'ai acquis récemment tout ce que j'ai ici. J'avais une importante collection avant, mais l'ouragan Katrina a pratiquement tout détruit en 2005. Pour contrer l'invasion communiste du Nord-Vietnam, les forces américaines vont répondre à l'appel du Sud-Vietnam en détresse. Ils vont larguer 7 millions de bombes, c'est 2 fois plus qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais ils vont perdre 10 000 hélicoptères et avions, 303 000 soldats seront blessés et 56 000 seront tués. Pour la première fois, la télévision montre la guerre en direct. Des images qui vont favoriser la montée du mouvement contestataire parmi la jeunesse américaine. En 1973, avec la signature des accords de Paris, les Américains se retirent graduellement. Les survivants vont subir leur vie durant les conséquences d'un véritable traumatisme. C'est la première guerre d'importance qui ne comportait pas de front militaire. On comptait les corps plutôt que les gains de territoire pour mesurer la victoire. C'était la première fois qu'on utilisait les hélicoptères pour déposer et retirer des troupes. Je trouve tous ces éléments très intéressants. On organise plusieurs événements au cours de l'année en plus de celui-ci. Il est facile de savoir quand un événement approche, car on en parle de plus en plus. On utilise des termes propres à la guerre du Vietnam entre nous, et on écoute de la musique populaire de l'époque. Plus la date de l'événement approche, plus on a l'impression d'être en 1969. Lee va rejoindre ses compagnons dans la région de Fort Polk, une base militaire au sud de la Louisiane, à 4 heures de route de chez lui. Dans ce secteur se trouve une zone d'intense végétation désignée sous l'appellation de Tigerland. Des milliers de jeunes soldats américains se sont entraînés là-bas avant leur départ pour le Vietnam. Avec d'autres adeptes de la reconstitution, il va participer à un exercice militaire où le public n'est pas invité. Seuls les initiés comme lui auront accès à Tigerland. Le camp de base s'anime avec l'arrivée des hommes et de leur matériel. Quelques femmes font partie du groupe. Julie Gilbert Price et son mari ont mis sur pied cet exercice pour la première fois l'année dernière, avec seulement 39 participants. Cette année, ils en attendent le double. La plupart proviennent de la Louisiane et du Mississippi, mais on en attend aussi des États de l'Alabama, de l'Arkansas et du Texas. La tenue d'un tel événement s'est rapidement fait savoir au sein de la communauté de reconstitueurs américains. Et toi, pourquoi t'es venu ici? Je fais ça depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé parce que je n'arrivais pas à rejoindre l'armée, mais je voulais quand même faire quelque chose. J'ai trouvé un groupe qui reconstituait la Seconde Guerre mondiale, puis je me suis intéressé à la guerre du Vietnam. J'ai constaté à quel point vous avez été traité injustement quand vous en êtes revenu. L'année dernière, on a eu la chance de venir ici, à Tigerland, pour y jeter un œil. On avait déjà l'équipement et les uniformes de la guerre du Vietnam depuis des années, mais on ne savait pas quoi en faire. Alors,
Lorsque Daryl et moi avons organisé une reconstitution de la Seconde Guerre mondiale, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas en faire une sur la guerre du Vietnam? On voulait trouver le bon emplacement pour le faire, qui aurait une valeur historique. Les soldats se sont entraînés ici avant d'aller au Vietnam. Le secteur a bien changé depuis l'époque où les recrues du Vietnam venaient se former ici. La végétation est plus dense, les arbres ont poussé, mais la chaleur qui règne et la moiteur qui gagne la peau restent les mêmes. Le territoire de Tigerland appartient maintenant au département américain de l'agriculture et fait partie de la réserve nationale de Kisatchie. Pour Ricky Robertson, c'est aussi, avant tout, l'antichambre de la guerre du Vietnam. Lors de la guerre du Vietnam, de 1968 jusqu'à la fin du conflit, à cet endroit même, 2000 hommes graduaient chaque semaine suite à l'entraînement d'infanterie avancée qu'ils suivaient ici. À Fort Polk, plus d'1 million de soldats se sont entraînés pour le Vietnam. En partant, ils avaient droit à un congé de 30 jours. Ensuite, prochain arrêt, le Vietnam. La plupart des participants sont arrivés. Le camp regroupe toutes les divisions présentes pour le week-end. Lee rejoint ses connaissances au sein de la 9e division d'infanterie. Des hommes de milieux différents, mais qui ont le sens commun de l'histoire. J'enseigne l'histoire à l'école secondaire. Ma méthode d'enseignement est très concrète. Je ne vais pas vous en parler, je vais vous le montrer. Je leur dis, regardez comme ce casque était lourd, ou voici ce que les soldats portaient. Il semble que les étudiants réagissent bien à ça. Ça rend la matière intéressante. D'autres tentes accueillent les hommes de la 1e et de la 25e division de cavalerie. La plupart d'entre eux se connaissent. C'est notre aire commune ici. Le bureau d'inscription et les campements sont ici. Ça nous permet de nous regrouper et de socialiser un peu plus. On se rend visite parce qu'on vit loin les uns des autres. Lee et ses compagnons se préparent à jouer à la guerre du Vietnam, comme s'ils y étaient. Demain, ils vont charger les camions et se rendre à ce qu'on appelle Rock Hill, le village de Sand Hill, Long Village. Ils vont descendre là-bas et revenir jusqu'ici en combattant sur le trajet. Rien n'est scénarisé. Ils improvisent selon ce qui se passe et adviennent que pourra. Mais avant, on ne manque pas l'occasion d'échanger, de comparer matériel, armes et trouvailles qui font le bonheur de ces passionnés de la guerre du Vietnam. Les mordus cherchent à acquérir des pièces originales et ils sont prêts à y mettre le prix. J'ai assemblé moi-même mon fusil et j'ai dépensé environ $850, ce qui est bien. C'est plutôt un bon prix. Le moindre détail est d'une très grande importance pour les passionnés. Le M16 d'aujourd'hui n'a pas le même cache-flamme. C'est une version de 1960. On connaît des petits détails comme ça. L'ambiance est bonne enfant, mais bientôt la forme physique des participants sera mise à rude épreuve. La plupart d'entre nous ne passeraient probablement pas le test d'aptitude physique de l'armée. On ne correspond pas aux standards physiques, mais on fait le mieux possible avec ce qu'on a. En apprenant que le site Tigerland renaissait de ses cendres, certains vétérans ont vite compris qu'ils y seraient très bien accueillis. Des vétérans comme John et Lee qui se sont joints à la troupe. Personne ne voulait parler de la guerre. Tout le monde voulait l'oublier et passer à autre chose. Mais récemment, sans doute parce que le temps a passé, il y a un regain d'intérêt envers cette guerre. Tous ces jeunes hommes là-bas sont très curieux. Ils veulent savoir comment on survivait, ce qu'on faisait, où on dormait, ce qu'on transportait.
Ils veulent tout savoir. C'est fabuleux. La politique disparaît dès qu'on entre en zone de guerre. Nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Vous êtes là et vous faites tout ce que vous avez à faire. Pour vous en sortir, vous devez veiller sur vos camarades. On ne combat pas vraiment pour le contexte général, mais plutôt les uns pour les autres, afin que chacun puisse rentrer à la maison. Je me suis fait tirer dessus et je peux vous dire que les autres font tout ce qu'ils peuvent pour vous aider et vous sortir de là. Je voulais revenir ici pour me rappeler des souvenirs. Je n'idéalise pas la guerre, mais de voir des hommes qui tentent de garder en vie ce qu'on a vécu, ça signifie beaucoup pour moi. Samuel Espinosa a bien des choses à raconter à propos de cette guerre, dont les blessures ont été longues à guérir pour lui comme pour les autres. L'occasion surtout de rappeler l'existence d'une règle d'or sur le champ de bataille. Je vais leur dire qu'on n'a jamais laissé personne derrière. Ils vont devoir se rappeler de ça et s'assurer de me ramener à la maison. Un retour dans le temps. Contrairement aux autres unités, les hommes de la 9e effectuaient de courtes missions, jamais plus de 3 ou 4 jours, à cause des difficultés sur le terrain. Les Américains tentaient de couper l'approvisionnement en armes et en hommes acheminés par la piste Ho Chi Minh, allant du nord au sud, en passant par le Laos et le Cambodge. Pour briser ce lien essentiel, les Américains vont déverser 5 millions de tonnes de bombes et d'agents chimiques. Un petit groupe se prépare à quitter le camp. Ce sont les ennemis. Vêtus de noir comme les combattants Viet Cong, ces garçons et filles, jeunes pour la plupart, ont enfilé leur tenue de camouflage. Le camion va les laisser à la lisière de la forêt, à des kilomètres du camp de base, d'où ils vont gagner une position qu'ils sont les seuls à connaître. Aujourd'hui, c'est le sergent-chef, Joe Maggie, qui commandera la 9e division, celle de Lee. On va se rendre à un petit village où il y a déjà eu de l'activité. Il semblerait que ce ne soit plus le cas, mais on va vérifier. Un choix que personne ne conteste. Joe possède les qualités d'un leader que tout chef de patrouille doit démontrer, même pour une reconstitution. On se prépare à partir d'ici quelques minutes pour faire une petite patrouille. Honnêtement, je ne sais pas encore ce qu'on va faire ni combien de temps on y sera. Avec mon rôle dans l'unité, je n'ai pas besoin de m'en soucier. Je suis les ordres. On me dit « prépare ton équipement, prépare-toi à partir, montons dans le camion » et j'y vais. On peut assister à une parade militaire ou une journée de commémoration pour honorer les vétérans. Mais on essaie de se mettre vraiment dans leur peau et de vivre exactement ce qu'ils ont vécu. Évidemment, on ne peut pas aller sur le terrain et se faire réellement tirer dessus, mais on peut se rendre jusqu'à un point où ça devient difficile. À partir de maintenant, le climat change, les sourires disparaissent devant l'action imminente. Le jeu devient soudainement sérieux. La 9e division va effectuer sa première patrouille. À leur tour, les hommes sont transportés par camion jusqu'au seuil de l'affrontement. Le peloton poursuit sa progression, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Une patrouille de reconnaissance se trouve devant. Le contact radio est maintenu en permanence. Tous les sens sont en alerte. Armes au poing, prêts à réagir au moindre signe de la présence de l'ennemi, Lee et les autres communiquent par signes. La mission consiste à débusquer et abattre l'ennemi sans savoir où et quand le contact se fera, comme cela se passait à l'époque. Je crois qu'une des autres unités a tenté d'établir un contact. On aurait dit un coup de feu. Ça pourrait être une embuscade, mais il n'y a aucun moyen de le savoir.
L'épuisement commence à gagner le groupe. Les pauses sont fréquentes et la soif intense. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi cet endroit comme terrain d'entraînement pour le Vietnam. C'est vraiment difficile. Mis à part les offensives de grande envergure comme celle du Tet en 1968 qui engageait le gros des troupes de chaque côté, les combats sur le terrain étaient menés par de petits groupes en patrouille. Dans la jungle épaisse, c'était une guerre de harcèlement, d'embuscade. L'ennemi pouvait surgir à tout moment, ouvrir le feu et disparaître aussi rapidement. C'est exactement ce qui est reconstitué à Tigerland. La 9e essuie ses premiers tirs par surprise. Dans notre esprit, on garde quand même un contact avec la réalité, mais on ressent aussi pleinement ce que ça pouvait être, ce qu'ils ont vécu. On ne le saura jamais réellement, mais on essaie de le simuler au point où on a l'impression d'y être à ce moment précis. On ressent une véritable montée d'adrénaline sur le terrain. Il y a des moments où on a peur, même si on sait que c'est une reconstitution. Ça devient tellement réel. On doit rester les uns derrière les autres. Les chefs de section, j'ai besoin de savoir combien de vos hommes sont ici. En ce moment, j'en compte 15. Laissez-moi savoir quand tout le monde se sera regroupé. Le sergent Maggie réunit ses hommes autour de lui pour faire le point. À partir de maintenant, il faut redoubler de vigilance et se préparer à riposter rapidement en cas d'embuscade. L'objectif, un village au sommet d'une colline tout près. La mission, déloger l'ennemi qui s'y trouve. Nous sommes ici et c'est comme un jeu. On s'amuse bien. Ça reste tout de même dangereux car il y a des serpents, des araignées, des insectes et il fait chaud. D'accord, c'est par là qu'on va passer. Les hommes découvrent au sommet de la colline un village désert. Quelques huttes en paille marquent son emplacement. Pendant ce temps, le sergent Joe Maggie contacte la base, mais très vite, il va essuyer des tirs ennemis. Le sergent reçoit l'ordre de quitter les lieux et de se déployer vers le sud avec ses hommes. Alors qu'il demande une confirmation au quartier général, d'autres tirs se font entendre. L'ennemi n'a manifestement pas quitté le secteur. La 9e se trouve dans une situation délicate. À ce stade-ci de l'exercice, Lee comprend mieux ce que ressentaient les jeunes soldats engagés durant cette sale guerre, comme on l'appelait. Dans cet environnement hostile, facile d'imaginer que plusieurs d'entre eux n'avaient qu'une idée en tête, celle de se sortir de ce guêpier et de tirer un trait définitif sur cette expérience traumatisante. La patrouille de Lee est dans de mauvais draps. Les tirs dirigés contre sa division sont intenses. Le groupe est tombé dans une embuscade. L'ennemi est devant et entend défendre farouchement la position qu'il occupe. Le sergent Joe Maggie demande des renforts. Le son assourdissant des tirs de mitrailleuse, les déplacements rapides, l'intensité de l'action, la bataille est aussi vraie que nature, la mort en moins. J'imagine qu'ils ont eu plutôt peur. Quand l'adrénaline monte, on fait notre possible pour survivre et garder un œil sur nos compagnons. On tente de se mettre dans cet état d'esprit. Quand je suis là, j'essaie de rester près du sol. Je me couche par terre ou je me cache derrière un arbre pour ne pas me retrouver à découvert et me faire tirer dessus. On se laisse emporter et on ressent vraiment de la peur parce qu'on entend les coups de feu qui volent dans tous les sens. C'est très intense. Lee cherche des yeux ses compagnons tout en vidant ses chargeurs en direction des éclairs de feu qui jaillissent de partout. Fleming a été touché. Il était à quelques mètres de moi à la lisière de la forêt. J'imagine qu'il s'apprêtait à tirer quand un ennemi lui a tiré dessus.
Il est tombé. J'ai tout vu. Et puisque Fleming est mon frère d'armes, s'il est touché, je dois aller m'assurer qu'il va bien. Pendant que la patrouille se porte à l'assaut des positions ennemies, le sergent demande un soutien de l'artillerie. Big Blue, this is Mustang Alpha 15. You still on the horn, over? Au Vietnam, les troupes comptaient sur un appui aérien en pareille situation. Mais à Tigerland, les renforts vont plutôt arriver par voie terrestre. Les véhicules de transport de troupes armées M113 entrent en action. C'est l'un des véhicules d'assaut les plus utilisés durant la guerre du Vietnam. Son armement puissant, son blindage léger mais résistant et sa grande maniabilité dans l'eau comme sur le sol lui ont valu le titre de véhicule le plus performant de toute l'histoire de l'infanterie moderne. Les Viet Cong l'avaient surnommé le Dragon Vert. Sous l'œil averti du sergent McGee, les mitrailleuses lourdes du blindé vont mettre un terme définitif à l'affrontement et sonner la fin de la bataille. La paix est vite revenue au sein de la petite communauté. La journée a laissé des traces de fatigue, mais la bonne humeur règne au fond de la forêt de Tigerland. I didn't notice. Les armes se sont tues. La 9e division s'apprête à rentrer à la base. Réunis autour du sergent McGee, Lee et les autres profitent de l'occasion pour discuter de l'expérience qu'ils viennent de vivre. C'était tout un combat. Un combat à inscrire à la postérité. Ce n'était pas un combat interminable, c'est ce qui était bien. On a marché longtemps, comme M. Craig le disait hier. Il a dit, savez-vous combien de fois au Vietnam on a patrouillé sans établir de contact et que nous avons marché, marché et marché encore, et puis soudain... 30 secondes d'enfer. On a établi un contact et vous savez ce qui est arrivé. Combien de temps cela a-t-il duré? 10 minutes tout au plus. Vous voyez, 10 minutes, les gars. La grande différence entre ce combat et la vraie guerre du Vietnam, c'est qu'à la minute où on a établi le contact et qu'on a réalisé qu'on était en mauvaise posture, on aurait demandé de l'artillerie, des supports aériens, des avions qui larguent du napalm sur eux ou quelque chose comme ça. La guerre du Vietnam fut avant tout une vaste opération de bombardement aérien. Mais les troupes au sol ont fourni un effort de guerre considérable. Un peu en retrait, Samuel Espinosa se souvient. Je suis ici parce que, il y a 50 ans, je me suis entraîné sur ces collines. Le 18 avril 1967, je me suis enrôlé dans les forces armées. Je suis passé par Fort Polk, en Louisiane. J'ai suivi l'entraînement de base et l'entraînement avancé. J'imagine que je suis encore un peu fou parce que quand j'ai su que ces gars faisaient une reconstitution, ça m'a rappelé des souvenirs. Je voulais venir pour tourner la page là où tout a commencé. J'ai de la chance d'avoir rencontré les gars du 9e. Ils vont me manquer quand je partirai demain. Avec la signature des accords de Paris en 1973, les Américains se retirent graduellement du Vietnam. 2 ans plus tard, Saigon tombe. Le communisme occupe le Sud et réunifie le pays. La guerre a fait des millions de morts. Des 58 000 soldats américains tués ou portés disparus lors des combats, il ne reste plus que leur nom sur un mur commémoratif érigé à Washington. Les hommes qui sont ici tentent de recréer quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres. Les vétérans qui souffrent encore du syndrome de stress post-traumatique ne viendraient pas ici. J'en ai souffert pendant environ 18 ans.
J'en suis presque venu au suicide, mais je m'en suis sorti. Quand je suis allé visiter le mur commémoratif, c'est comme si les noms inscrits me parlaient et disaient « Ne nous oublie pas ». L'aventure se termine. La 9e compagnie va disparaître. Bienvenue à Tigerland. Mais l'année prochaine, tous reviendront à Tigerland, honorer la mémoire des combattants du Vietnam.